Biden a dit « Je suis pour une solution à 2 États, mais en ce moment-là, c'est pas possible. » Donc, et il est à moitié un pied dans la réalité. Nous sommes avec notre invité Shaul Shmoukler, politologue, spécialiste en relations internationales. Shaul, Shalom, Boker Tov et Moadim Lesimcha. À tous. Merci d'être avec nous ce matin en pleine fête de Sukkot. On voulait vous solliciter pour avoir votre réaction au discours intervenu hier, en particulier le discours de Joe Biden prononcé lors de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies, un discours dans lequel le président américain parlait d'Israël et de l'Iran. À propos d'Israël, il a renouvelé son souhait de voir deux États pour 2 peuples, la fameuse solution de 2 États pour 2 peuples. Et puis à propos de l'Iran, eh bien, il a affirmé qu'il était favorable à des négociations en vue d'un nouvel accord avec l'Iran, tout en précisant eh bien, que selon lui, l'Iran ne se dotera jamais de l'arme nucléaire. Alors quelle est votre réaction à propos de ce discours de Joe Biden? Écoutez, ce discours, c'est dit, on est dans le politically correct, on est dans le bon ton, il faut dire ce qu'il faut dire, mais bon, il y a quand même quelque chose de particulier que Biden a dit. Biden a dit, je suis pour une solution à 2 États, mais en ce moment-là, c'est pas possible. Donc, et il est à moitié un pied dans la réalité. Alors, vous savez, il dit, tous les Occidentaux, disent il faut qu'il y ait 2 États. Mais ils comprennent absolument rien à la situation. C'est encore des solutions à l'occidental qui sont proposées à un problème qui est moyen-oriental. Biden, il a dit quoi en fait? Il a dit voilà, je voudrais que les poules aient des dents, mais bon, aujourd'hui, c'est pas possible. Il a rajouté quoi? Absolument rien. C'est du vent, c'est des paroles en l'air, c'est les mantras habituels qu'on répète, que tout le monde répète, que tous les Occidentaux depuis la droite jusqu'à la gauche répète, et c'est quelque chose qui a amené absolument nulle part. Est-ce que ça veut dire, selon vous, Shaul, que Joe Biden a été convaincu par l'argumentaire avancé par Naftali Bennett lors de leur rencontre il y a 3 semaines à la Maison-Blanche? Écoutez, j'espère, si c'est le cas, eh bien bravo à Bennett. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il a aussi des conseillers qui lui expliquent que s'il appuie un petit peu trop sur Bennett dans un certain sens, eh bien, il n'y aura plus le gouvernement Bennett, et puis ce gouvernement avec lequel il semble être parfaitement en cohérence. C'est-à-dire qu'eux, ils sont très très contents d'avoir des Arabes, ils pensent que c'est des partis arabes, ils pensent que c'est un très grand progrès, ils sont très contents aussi d'avoir des partis d'extrême gauche, ils pensent que c'est un grand progrès, et ils savent très bien que s'ils poussent un petit peu trop, ben, le château de cartes va s'effondrer. Donc j'espère que Bennett aussi l'a expliqué. Mais ce qui était très bien, c'est que Bennett est venu et a exposé des positions de droite, ce que n'a jamais fait Netanyahou. Il lui a dit, écoute, voilà, c'est comme ça, je pense ça, mais je sais que je suis dans un gouvernement où ma marge de manœuvre est extrêmement étroite, eh bien, je pourrais absolument rien faire. Et Bennett, quand il est rentré, il a dit, il n'y aura pas de souveraineté, mais il n'y aura pas aussi de l'autre côté remise de territoire à quiconque. Je voulais vous poser la question, en dépit de cette, on va dire, déclaration de pragmatisme de la part de Joe Biden, on voit que quelque part, au sein du Parti démocrate, eh bien, il y a quelques difficultés toujours par rapport au positionnement envers Israël. Et on a vu que la nuit dernière, eh bien, l'aile gauche, ou d'extrême gauche du Parti démocrate, a refusé de valider le réapprovisionnement des missiles du Dôme de fer qui avait été promis également lors de la rencontre entre Bennett et Biden. Pour un montant d'1 milliard de dollars. Cette clause n'a pas été validée dans le budget des États-Unis et donc finalement pour l'instant elle ne figure pas. Est-ce que c'est un revers qui prouve quand même que Joe Biden doit faire attention à son aile gauche du Parti démocrate? Oui, c'est quelque chose qui était connu d'avance. On sait très bien, tout le monde sait la situation dans laquelle Biden se trouve. Biden, en fait, c'est un centriste, centre-gauche, on va dire. Il a des idées qu'il partage avec certains républicains, je pourrais même dire, sur Israël. Et il a cette aile gauche qui tire toujours à gauche. Et c'est une réalité avec laquelle il va falloir composer et devant laquelle il faut absolument pas fermer les yeux. C'est une réalité. Et puis les gens qui disaient
Bennett va venir et puis tout va s'arranger. Même s'il y a un gouvernement de gauche qui vient, eh bien, il y a cette composante d'extrême gauche du Parti démocrate américain qui ne lâchera rien, qui va s'imposer et qui ne lâchera absolument rien. Ils sont, excusez-moi du terme, enragés. D'une certaine manière, on a l'impression qu'effectivement, sur ce point-là précis, le gouvernement Bennett n'a pas obtenu satisfaction de la part de l'administration américaine, même si apparemment, et c'est une information de la nuit dernière, Stanley Hoyer, le chef du parti démocrate au sein du Congrès américain, a promis à Yair Lapid, il lui a téléphoné pour lui expliquer la situation. Il a promis que dans les prochains jours, eh bien tout cela serait réglé, qu'il ne s'agit que d'un problème technique. Vous pensez pour vous que c'est un problème plus profond qu'un problème technique, cette opposition de l'aile gauche dans le Parti démocrate? Mais bien sûr, écoutez, c'est un problème de fond. C'est un problème de fond. Il faut absolument pas se jeter du sable à soi-même dans les yeux. C'est un problème qui est, la société américaine devient de plus en plus progressiste et ça s'exprime aussi à travers les urnes. Il y a des députés qui sont extrêmement, qui vocifèrent, qui sont très, il y a une députée extrêmement vocale, il y en a même 4, dont une d'origine palestinienne, de Yehuda Shomron, une arabe Yehuda Shomron, qui sont là-bas et puis qui font tout ce qu'ils peuvent pour tirer le Parti démocratique sur son aile gauche. Alors c'est vrai que ils ont réussi, cette aile d'extrême gauche a réussi à gagner une bataille, elle n'a pas gagné la guerre. Je pense que ce qui va se passer, que dans le deuxième temps, le projet passera. Mais c'est bien de voir cette réalité. Il faut voir cette réalité et il ne faut pas se boucher les yeux. Il faut pas dire oui, c'est rien du tout. Pas du tout. C'est un mouvement de fond, c'est une lame de fond. Parce qu'il y a un renouvellement de la population et il y a aussi une tendance très forte, très lourde de progressisme. Alors, Shaul, on est juste autour des 100 jours autour de la formation du gouvernement Bennett-Lapid. Et dans la presse israélienne, il y a de nombreux éditorialistes qui s'expriment concernant le bilan de ces 100 premiers jours. Certains pour, d'autres contre, d'autres un bilan mitigé. Ne serait-ce qu'à travers ce dont nous venons de parler par rapport à la relation avec les États-Unis, on le voit, il y a peut-être un progrès, une amélioration, mais ce n'est pas encore le beau fixe avec les États-Unis. Quel est, vous, le bilan que vous dressez de ce gouvernement de Naftali Bennett et de Yair Lapid? Est-ce que c'est un bilan globalement positif, plutôt négatif, au milieu? Écoutez, avant de vous donner mon point de vue, je vous dirais que si vous lisez les journaux de droite, eh bien, c'est absolument dramatique. Oui. C'est le pire gouvernement qui a jamais existé depuis que l'État a commencé en 1949 à exister. Et d'autre côté, c'est un bon gouvernement et heureusement, on a terminé le gouvernement absolument horrible de Netanyahou. Écoutez, la situation, elle est ce qu'elle est. On peut pas faire des miracles. Je pense que le gouvernement Bennett a fait des choses très positives. Il a fait aussi des choses. Quel est l'acquis principal du gouvernement de Bennett? Écoutez, ce qu'il y a, c'est que le gouvernement Bennett, l'acquis principal, c'est que la presse de gauche qui était hurlante et qui était aboyante s'est calmée. Et ça met un petit peu plus de baume au niveau du on va dire ça de l'ambiance politique. Et parce que la droite n'a pas cette capacité de faire hurler ses chiens, comme on dit, alors que la presse de gauche, elle a cette capacité. Donc on est un petit peu dans une paix. La situation, elle a avancé. Il n'y a eu ni des grosses avancées majeures, ni des grosses déroutes qui sont historiques. Les choses ont avancé. Il y a une chose que je regrette énormément, c'est qu'il y avait la possibilité de régler le problème de Khan el-Ahmar. Et là, Bennett et Shaked, c'est-à-dire la partie de la droite, n'a pas fait ce qu'elle pouvait faire. C'est-à-dire, donc voilà, écoutez, maintenant il y a une résolution, une décision de la Cour suprême. Et bien, il est temps de l'appliquer. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que si on n'applique pas des décisions qui déplaisent à la gauche, eh bien à ce moment-là, on sera tout à fait en droit de dire, écoutez, je ne veux pas appliquer les décisions qui déplaisent à la droite.
Et sur le plan du Covid-19, on a le sentiment que le gouvernement a changé totalement de politique par rapport à celui de Benyamin Netanyahou. Il n'y a pas eu de confinement, effectivement, mais on voit que finalement, on a beaucoup de mal à se débarrasser de cette fameuse 4e vague. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en termes de politique générale, ce gouvernement est très différent de celui de Netanyahou. C'est parce que ce gouvernement-là, il met beaucoup plus en avant la portée économique de ce que c'est un Séguer, de ce que c'est un confinement total. Et c'est un petit peu basé sur l'expérience passée, qui fait que lorsqu'il y a un choix entre un confinement qui est dur et puis libérer l'économie, et c'est vrai que ce gouvernement, il est plutôt dans le sens de libérer l'économie et de ne pas aller en direction du confinement. On peut le critiquer, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de morts, mais il y a aussi énormément de gens qui sont dans ces situations-là parce que ils ne se sont pas fait vacciner. Et si je me trompe pas, il y a une partie importante de personnes qui sont décédées parce qu'ils ont refusé les vaccins. J'ai eu l'occasion moi-même autour de moi des personnes qui refusaient les vaccins, de les voir disparaître. C'est quelque chose d'horrible. On est toujours dans les mêmes dilemmes. Une dernière question, vous parliez tout à l'heure de la presse israélienne. On a assisté ces dernières semaines et même la semaine dernière à certaines réactions parfois acerbes de la part d'opposants de Naftali Bennett concernant des photos du Premier ministre. Lorsque le Premier ministre se fait photographier avec des tefilines à Washington, lorsqu'il se fait photographier pendant Rosh Hashanah ou pendant Shabbat plus exactement, alors que les forces de police viennent d'arrêter 4 des 6 évadés. Est-ce que ça vous gêne, vous, de voir des photos du Premier ministre en train de travailler pour la défense de l'État d'Israël pendant le Shabbat ? Absolument. Moi, personnellement, non, parce que je pense qu'il est à un endroit où il y a du pikoach nefesh, c'est-à-dire qu'il faut sauver des vies. Mm-hmm. Et je me demande même comment est-ce qu'il fait le Shabbat, parce que il faut être tenu au courant de manière constante du flux d'informations qui arrive. Je ne sais pas très bien comment il fait. Probablement qu'il a dû solliciter des autorités rabbiniques qui lui ont proposé des réponses. Mais c'est une situation qui est très très particulière. Et dans un certain sens, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est de voir un Premier ministre avec une kippa, même si elle est plus petite que certains le voudraient, et qui met les tefilines à la Maison-Blanche. C'est quand même un symbole extrêmement fort qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Et Netanyahou, écoutez, on sait très bien quelle est sa position par rapport à sa pratique religieuse. Donc c'est quand même des images qui sont très très fortes. Eh bien, merci beaucoup Shaul Shmukler d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin en pleine fête de Sukkot. On vous souhaite Moadim Lesimcha, bonne fête de Sukkot et à bientôt. Moadim Lesimcha, et surtout ne pas perdre, pas espoir, parce que l'espoir mène nulle part, mais il faut travailler, retrousser les manches et puis continuer tous les efforts dans lesquels nous nous trouvons. Merci encore Shaul Shmukler, bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir.